Voilà, bonne soirée. Et je continue à parler d'interaction air-mer, mais sur des échelles beaucoup plus larges, c'est-à-dire échelle horizontale plus large. Et puis, j'ai l'habitude depuis plusieurs années de commencer mon talk en montrant cette peinture de Gerhard Richter, qui j'ai acheté un poster de ça, et puis j'aime bien, c'est l'interaction air-mer. Et puis, voilà, ça montre l'océan, l'atmosphère, et puis, voilà. Alors, une image un peu moins artistique, c'est celui-là. Et puis, juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'interaction air-mer. Et moi, je vais seulement parler aujourd'hui de le cisaillement, c'est-à-dire le transfert de l'énergie mécanique à la surface de l'océan, ce qui est juste un des multiples interactions air-mer. Alors, la chose intéressante avec cette peinture de Gerhard Richter, c'est que quand j'ai acheté le poster et je l'ai attaché dans mon bureau, je ne savais pas dans quel sens il faut le mettre, parce que vous le mettez à l'envers, ça marche aussi. Et ça veut peut-être dire qu'il n'y a pas trop de différence entre l'atmosphère et l'océan en dynamique. Et puis, ça m'a donné l'idée qu'on peut peut-être modéliser ça un peu comme le mouvement brownien, où l'océan qui a beaucoup plus de masse et le particule brownien, et puis c'est bombardé par des molécules qui représentent un peu l'atmosphère, qui ont moins de masse et qui se déplacent avec des vitesses, les vents atmosphériques sont beaucoup plus élevés. Alors, je vais juste dire ce modèle que j'ai développé, c'est un modèle très très basique, très simple. Et alors, on a un courant dans l'océan, et puis on a le vent, et puis il y a la friction entre le vent et le courant, et puis l'atmosphère est forcée de l'extérieur. Alors, on n'a que deux paramètres. Un paramètre, c'est M, c'est les ratios de masse entre l'atmosphère et l'océan, et puis l'autre, c'est le coefficient de friction. Voilà. Alors, en 1905, il y a Albert Einstein qui a développé sa théorie sur le mouvement brownien, où il dit grosso modo qu'un particule brownien vit d'une part c'est un particule qui est dans une fluide, et d'autre part, c'est-à-dire ça suit une loi de friction qui est la loi de Stokes, et d'autre part, c'est agité par le mouvement brownien, c'est-à-dire c'est aussi une particule microscopique. Et en utilisant l'équipartition d'énergie, il a pu après faire des calculs et calculer le nombre grand N, là, qui est le nombre d'Avogadro. 3 années plus tard, il y a Paul Langevin qui a dit que voilà, tous ces calculs qui prenaient plus de place chez Albert Einstein, on peut le faire de façon beaucoup plus rapide sur 3 lignes, mais il a fallu attendre jusqu'à 1940 quand Ito a développé la mathématique qui est nécessaire pour vraiment développer ces calculs-là. Alors, maintenant, l'idée, c'est que de faire le même calcul pour l'interaction air-mer, c'est-à-dire pour l'atmosphère et l'océan, et avec seulement 2 paramètres. Et puis, j'ai aussi fait des simulations numériques 2D avec une couche atmosphérique, une couche océanique, et puis vous voyez la vorticité dans cet état turbulente dans l'atmosphère et dans l'océan. Et si vous regardez en fait l'énergie dans l'atmosphère, l'énergie dans l'océan, et puis la corrélation entre océan et atmosphère, vous voyez que vous pouvez tracer des droites moyennées dans ce modèle. Et c'est ça que j'ai essayé à expliquer par ce simple modèle de mouvement brownien. Alors là, il y a encore une fois écrit le même modèle avec un coefficient de friction laminaire. Et puis, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne vais pas vous détailler tous les calculs qu'on peut faire, mais à la fin, on obtient qu'il y a bien une relation de dissipation-fluctuation, c'est-à-dire les fluctuations et les dissipations sont liées. Et puis, cette liaison aussi nous permet de faire une corrélation entre les vitesses dans l'atmosphère, dans l'océan. Et en fait, ils sont liés 2 fois.
une fois par le gradient, parce que vous voyez que ce que j'ai montré avant, c'est qu'il y a un gradient positif qui est parallèle entre les lignes, et puis aussi une différence de magnitude. Et tout ça, on peut calculer en fait analytiquement avec ces simples modèles basés sur le calcul de mouvement brownien. Et ça s'appelle après une relation de fluctuation, c'est-à-dire comme pour les particules browniennes, les fluctuations et la dissipation sont liées, et on peut le déterminer. Bien sûr, dans mon modèle, j'ai oublié de dire, comme c'est dissipatif, le transfert est dissipatif, on n'a pas d'équipartition d'énergie. Voilà. Après, si on continue, on peut aussi faire ces calculs-là pour une friction quadratique. En fait, on trouve que c'est un peu le même calcul, il y a juste le coefficient qui change. Et puis ici, je fais une comparaison entre le modèle analytique et puis les solutions que j'ai obtenues en solvant l'équation, la stochastic differential equation, l'équation différentielle stochastique. Parce que si on a ces méthodes ou si on regarde ces processus statistiques, on peut faire des calculs analytiques, on peut faire résoudre l'équation, la stochastic differential equation, et puis on peut aussi déterminer l'équation de Fokker-Planck et résoudre cette équation. Et puis dans ce cas, bien sûr, ça correspond ça correspond très très bien. Et puis, comme j'ai déjà dit, on pourrait après expliquer avec cette simple approche ces simulations turbulences bidimensionnelles, comme j'ai déjà montré. Voilà. Après, on peut aussi regarder la fluctuation-dissipation, the fluctuation dissipation theorem, c'est-à-dire la response theory. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps. Je vais juste, peut-être si j'ai encore 5 minutes, parler de la puissance que l'atmosphère amène à l'océan. Alors, on a un vent. La différence entre le vent et l'océan à la surface, ça amène à un cisaillement. Et cet cisaillement amène à une force taux qui est donnée ici, un shear. Et puis, si on multiplie cette force avec la vitesse de l'océan près de la surface, on obtient la puissance qui est injectée. Alors, ce que je regarde, en fait, je regarde cette puissance à un certain point et je moyenne sur des temps de plus en plus longs. Et si vous regardez ça, vous obtenez aussi comme résultat que, à certaines fois, en général, ou dans la plupart du temps, l'injection de la puissance est positive. C'est-à-dire l'atmosphère accélère l'océan. Mais il y a aussi des cas où l'atmosphère, le vent ralentit l'océan. C'est-à-dire il est ralenti par l'océan parce qu'ils sont dans les directions opposées. Et ça rappelle un peu le théorème de fluctuation. Dans ce théorème de fluctuation, en fait, on regarde ce qu'on appelle souvent des violations de deuxième loi de la thermodynamique, c'est-à-dire à l'école ou au lycée, on apprend que la chaleur va toujours du corps le plus chaud vers le corps le plus froid, mais en fait, c'est bien sûr seulement une loi statistique. Si on regarde sur des échelles très petites en temps et en espace, on peut avoir bien sûr des fluctuations qui vont dans l'autre direction. Alors c'est pour regarder ces types de phénomènes que les théorèmes de fluctuation ont été développés il y a je sais pas, 30 ou 40 ans. Alors pour ça, on regarde la PDF. Alors moi je regarde maintenant la même chose pour la puissance qui est injectée dans l'océan. Comme j'ai dit que si on regarde ça sur des temps très très longs, on a en général
c'est positif, mais sur des échelles de temps plus petites, ça peut être négatif. Et alors, ici, j'ai regardé des données des interactions air-mer, ça c'est dans l'Atlantique du Nord, et vous voyez les PDF, et les PDF moyennés sur des échelles de temps différentes, alors de plus en plus longues. On voit vers de la courbe noire vers la courbe orange, c'est-à-dire les PDF sont de plus en plus pointus. Alors, si on regarde les théorèmes de fluctuation, on regarde d'abord la fonction de symmetry, la symmetry function, dans laquelle on prend la PDF de la variable fluctuée sur un temps t, et puis on regarde la valeur z, et on divise par la valeur de la même PDF pour la valeur moins z. Et puis on prend le logarithme de ça, et on trouve, si le processus suit une loi de fluctuation, ce qu'on trouve que en fait cette fonction est linéaire en taux et en z, avec sigma qui est dans mon cas juste une constante. Voilà. Alors maintenant je regardais ça sur des vraies données obtenues par satellite. Et puis quand je passe aux vraies données, j'aime bien montrer cette image. En fait, c'est la première page du fameux livre de Johannes Kepler sur la découverte de la supernova. Et c'est ce que vous voyez en bas, il y a une petite image. Kepler, il a dessiné une petite image avec une poule. Et il a écrit au-dessus Granadat effimo scrutens. C'est du latin, ça veut dire elle donne des grains en scrutant le fumier. Et c'est un peu comme ça qu'on se sent si on travaille souvent avec des vraies données, c'est-à-dire il faut chercher. Et puis je trouve c'est intéressant que Johannes Kepler, il voyait ça de la même façon. Il se voyait comme la poule là qui cherche dans le fumier pour des grains. Voilà. Pardon? Oui, 2 minutes, ça va. Et alors, alors je regardais sur des données satellitaires avec la vitesse, le courant, le shear. Ça, c'est les mêmes formules qu'on a déjà vu avant. Et puis ici, on voit les PDF pour l'Atlantique, pour une partie de l'Atlantique du Nord. On voit clairement que la PDF, elle est non gaussienne. Et on voit que si on augmente le temps de moyennisation, la PDF elle devient de plus en plus pointue. Et puis à droite, vous voyez la fonction de symétrie divisée par taux. Et vous voyez que, premièrement, les courbes convergent vers une droite, vers la même droite en fait. Et puis, vous voyez aussi que les lignes, c'est une droite, c'est linéaire avec Z. Alors, ça veut dire que pour ce type de données, je montrais de façon utilisant données qu'un théorème de fluctuation est en fait observé. Voilà. Après, j'ai aussi regardé d'autres lois de fluctuation comme le Yatinsky Equality and the Crookes Relation. Je n'ai pas le temps de parler de ça aussi, mais pour l'interaction air-mer, pour des modèles simples et un peu moins simples, ça marche aussi. Et puis je passe aux conclusions. Alors c'est juste ce que je viens de dire. Et puis les perspectives, c'est une chose importante que j'aime toujours rappeler, c'est que dans un processus, si vous avez la dissipation, vous avez aussi la fluctuation. Ça, c'est un peu l'idée de Albert Einstein, c'est-à-dire la fluctuation et les dissipations sont toujours liées. Aujourd'hui, dans beaucoup de modèles, on met la dissipation, mais on ne met pas de fluctuation. Et voilà. Et puis, la dernière ligne, ce qui est très important, ce que je suis en train de faire en ce moment, je regarde toutes ces propriétés de fluctuation que j'ai développées. Je suis en train de regarder ça maintenant avec des données d'observation. Et bien sûr, comme ces théorèmes de fluctuation, on regarde souvent dans le queue de distribution, il faut avoir des données, beaucoup de données. Et ça, je suis en train de faire en ce moment. Voilà. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Arim. Vous avez des questions pour Arim? C'est toujours toi qui poses la première question, c'est assez remarquable. Ouais, merci Hakim. Moi j'ai une question très, très naïve. J'imagine que ton rapport de masse là, que tu dis au tout début, c'est pas vraiment le rapport des masses de l'eau versus l'atmosphère, c'est plutôt justement le rapport des temps caractéristiques, non? Dans ton idée, ou sinon je comprends pas très bien le modèle. Alors, le rapport de masse, c'est, je regarde les couches, le planetary boundary layer, c'est-à-dire les couches limites planétaires de l'atmosphère de l'océan. Et puis, le facteur M, c'est, je choisis dans les simulations, il est 100, parce que l'atmosphère, la couche limite atmosphérique, souvent, on peut prendre 1000 mètres et pour entre 100 mètres et 1000 mètres. Et pour l'atmosphère, c'est pour l'océan, pardon, c'est autour de 10 mètres en fait cette couche. Mais ça aussi, ça amène bien sûr au fait que les temps caractéristiques sont très différents. C'est-à-dire l'atmosphère qui est forcée avec un forçage aléatoire et évolue sur des échelles de temps beaucoup plus rapides que l'océan, bien sûr. L'océan juste donne une vision intégrée du forçage par rapport à l'atmosphère. Oui, c'est ça. Voilà. C'est comme un particule brownien, disons, généralisé. Voilà. D'autres questions? Comment on fait pour mesurer l'énergie injectée? Dans les 3 ou 4 dernières transparents, tu as montré les statistiques d'énergie injectée dans l'océan. Oui, alors c'est ce que j'ai pris le vent qui existe de U10, c'est-à-dire le vent à 10 mètres en dessous de la surface de l'océan. Ça, vous pouvez trouver dans des bases de données atmosphériques océaniques comme Copernicus, qui sont là pour fournir des données. Et puis, comme vitesse de l'océan, j'ai pris la vitesse à 15 mètres. Il y a des produits qui donnent la vitesse à 15 mètres avec une résolution d'un quart de degré mondialement. Et pour faire l'analyse que je fais ici, je regardais une rectangle dans l'Atlantique du Nord qui mesure 20 degrés fois 20 degrés et sur 25 ans de données d'observation. C'est-à-dire qu'il faut vraiment beaucoup de données. Ça, c'est aujourd'hui, on peut commencer à regarder les fluctuations, ou ce théorème de fluctuation, parce qu'on commence juste à avoir assez de données pour regarder tout ça, parce qu'il faut beaucoup de données. Voilà. Donc c'est des données de réanalyse dans les deux cas. C'est des données de réanalyse, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Arim? Non? Très bien, merci encore.